Alors, il est vrai qu'en Suisse, nous n'avons pas connu des situations similaires comme nos pays voisins. La politique est quand même très différente de par du fait qu'on est un État fédéral constitué de 26 cantons, 26 constitutions. On l'a vu avec le Covid, c'est un tout petit peu compliqué ces derniers temps. Alors justement, Alexandre Beautravers, que dit la loi? Quels sont nos outils contre la lutte antiterroriste? Alors, je ne suis pas juriste, mais je répondrai à cette question. Peut-être ce qui a été dit tout à l'heure par Alexandre Delval, en particulier sur les mineurs non accompagnés. Vous allez pouvoir lire la presse de ces derniers jours et je pense des prochains jours parce que c'est période de Noël et donc on fait acte de contrition et donc ce sont des sujets évidemment qui font l'actualité dans cette saison de l'année et en particulier à Genève. Donc tout ce qui a été dit par Alexandre Delval sur la France, je peux tout à fait souscrire sur le plan suisse. Je peux juste me permettre d'ajouter un point, et je pense qu'Alexandre Delval n'y verra pas d'objection. Je pense qu'il y a un point supplémentaire à toutes les difficultés qui ont été énumérées, c'est que lorsqu'il s'agit de renvoyer quelqu'un dans son pays d'origine, et vous savez que la Charte des Nations Unies exige que les États soient responsables de leurs ressortissants. Alors, c'est là que l'on se trouve, et je parle de la Suisse ici, mais la France est exactement dans ce cas-là aussi. Lorsque vous voulez renvoyer quelqu'un et que l'État de cette personne que vous expulsez ne veut pas l'accepter, eh bien, quelque part, c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire. Vous ne pouvez pas expulser de force quelqu'un dans son pays d'origine, même s'il en a la nationalité, même si vous pouvez prouver et démontrer que cette personne aura une vie tout à fait normale, qui ne sera pas persécutée, il ne va pas finir en prison, en tout cas pas, disons, avec le passif ou les mois ou les années derrière. Et donc, ça, c'est une réelle complexité. Et je pense que la problématique de l'immigration, alors oui, en grande partie, les États européens sont responsables, des associations, un tissu associatif est responsable d'accentuer ce problème, d'aggraver ce problème en Europe centrale, ça c'est tout à fait vrai, mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a des responsabilités, en particulier en Afrique du Nord, puisque si vous regardez tous les pays d'Afrique du Nord, depuis l'ouest jusqu'en est, vous vous rendez compte qu'aucun de ces pays n'accepte de reprendre ses ressortissants. Et ça, c'est une situation qui naît sur le plan politique international, qui n'est pas acceptable. Et je sais que certains pays ont même brandi des menaces en disant que finalement, comme ce sont essentiellement des États ouest européens qui financent, qui subventionnent, qui soutiennent financièrement, pour ne pas parler de tout le reste, des ventes d'armes et de tout ce qui va avec. Mais comme ce sont essentiellement des États occidentaux qui soutiennent ces pays d'Afrique du Nord, alors la moindre des choses serait quand même d'avoir une relation, si j'ose dire, correcte en termes de convention internationale et d'accepter ces ressortissants. Alors pour la petite histoire, c'est assez intéressant de voir que notre ministre des Affaires étrangères, Ignacio Cassis, a évoqué, il y a 2 ans de cela, il a évoqué la possibilité que l'aide au développement de la Suisse, qui est quand même quelque chose de tout à fait significatif, ça représente quand même quelque chose comme 3 milliards par année, c'est-à-dire c'est grosso modo les 2/3 du budget de la défense annuel, pour mettre les choses en place. Eh bien, cette aide au développement, il a évoqué la possibilité de l'utiliser pour finalement mettre des bons points, pour encourager certains États qui respectaient ces conventions avec la Suisse. Alors, je vous laisse évidemment imaginer les échos dans la presse, dans les médias, dans certains partis politiques où évidemment notre ministre des Affaires étrangères n'est pas neutre, est le fossoyeur de la tradition humanitaire de la Suisse et j'en passe et des meilleurs. Je n'ai pas besoin de reprendre les titres de l'époque. Mais vous voyez que c'est un phénomène qui est compliqué sur le plan, je dirais, individuel et technique et policier et des organes qui doivent gérer ces questions au quotidien. C'est aussi un problème national, comme l'a dit Alexandre Delval. Les lois existent, mais alors encore
faut-il la volonté politique de les appliquer, de les interpréter correctement. Et puis, troisièmement, il y a toute une dimension internationale, je pense, qui doit aussi faire partie de cette discussion. Alors, vous m'avez posé une question, quels sont les outils de la Suisse? On pourrait passer à la question suivante, pratiquement, puisque la réponse sera très, 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 très courte. En réalité, il y a une spécificité de la Suisse qui est, je pense, une spécificité intéressante, et on peut peut-être avoir un dialogue sur ce point-là, c'est que dans le droit suisse, il n'y a pas de définition légale du terrorisme. C'est comme ça. Le terrorisme n'existe pas pour le droit suisse. Donc, vous ne pouvez pas mettre quelqu'un en prison, vous ne pouvez pas condamner quelqu'un pour des faits de terrorisme ou pour une activité terroriste en tant que telle. Le terrorisme, il est en réalité défini dans le droit suisse avec une conception qui est le crime politique. Alors, c'est quelque chose qui paraît un petit peu obsolète aujourd'hui, mais enfin, cette notion de crime politique est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on considère que vous pouvez assassiner quelqu'un, tuer quelqu'un, faire du mal à quelqu'un, détruire des biens ou de la propriété privée. Si vous le faites parce que vous n'aimez pas la figure de celui à qui vous voulez faire du mal, eh bien, quelque part, il y a une peine qui est définie par la loi, qui s'applique, fin de l'histoire. Si par contre, vous faites cela pour encourager d'autres à faire de même, alors là, on va commencer à pouvoir parler d'un crime politique. Si vous faites partie d'une organisation et donc votre crime n'est pas passionnel, n'est pas un crime individuel, mais vous faites partie d'une entité qui veut finalement répandre comme une tache d'huile cette action fautive au regard de la loi, mais sur une large échelle, alors en Suisse, les peines sont majorées pour ces crimes que l'on appelle des crimes politiques. Et jusqu'ici, je dirais que bon gré, mal gré, ça a été de très nombreuses discussions et débats entre spécialistes, entre juristes, que je ne suis pas et je ne prétends pas l'être. Finalement, jusqu'ici, on a pu vivre avec ce concept de crime politique qui est élégant, disent certains juristes. Dans la pratique, on se rend compte quand même aussi des limites de ces choses-là et je pense qu'il faut, à un moment ou à un autre, il faudra quand même nommer les choses. Alors, on a quand même fait quelques progrès, je vais en citer trois très brièvement. Il y a 2013, une loi sur les activités criminelles, mais qui s'est appelée dans la presse, c'est comme ça que ça a été présenté, qui s'est appelée la loi Al-Qaïda. Alors, le ministère public de la Confédération, donc si on veut l'instance judiciaire suprême, en tout cas qui porte l'accusation en Suisse et qui est responsable de ces activités terroristes en Suisse, avec l'Office fédéral de la police, donc FEDPOL, a même accepté cette espèce d'appellation de loi Al-Qaïda, parce que finalement, ça veut assez bien dire ce que ça veut dire. Et cette loi, elle dit quoi? Elle dit que on ne peut pas attendre, lorsque les crimes sont tellement épouvantables, on pourrait penser à l'Holocauste, on pourrait penser à d'autres crimes de guerre ou d'autres situations. Lorsqu'on parle de crimes qui sont tellement épouvantables, vous ne pouvez pas simplement attendre que quelqu'un se lève un matin et passe à l'acte. Et vous ne pouvez pas, vis-à-vis de la population, vis-à-vis même de la bienséance, du droit, de la probité politique, vous ne pouvez pas décemment dire on va attendre que des milliers de personnes meurent pour faire quelque chose. Cela signifie que certaines personnes qui fréquentent certains sites particuliers, qui vont s'instruire sur des techniques de guerre ou des techniques de construction, de fabrication d'explosifs ou de pièges, eh bien, peuvent être poursuivis pénalement en Suisse grâce à cette loi, entre guillemets, Al-Qaïda. Enfin, c'est comme ça qu'elle a été popularisée. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien jusqu'à maintenant. Il y a eu en 2015
une loi sur le renseignement qui a été votée et qui est entrée en vigueur et qui a augmenté sensiblement. Alors, on n'est pas du tout au niveau de la France ou d'autres pays. Enfin, comme on est parti avec véritablement pas grand-chose, la loi sur le renseignement de 2015 spécifie le terrorisme comme étant une des activités qui peut être ciblée par les services de renseignement, même qui doit être ciblée par les services de renseignement. Et ça a été en 2015 un progrès sensible. Maintenant, où en est-on aujourd'hui? Et là, je vais faire court. On est dans une situation où aujourd'hui, la problématique en Suisse n'est pas tellement le terrorisme en tant que tel. On pourra expliquer pourquoi plus tard. Mais aujourd'hui, le problème n'est pas tellement le terrorisme. Le problème, c'est les voyageurs du djihad. Le problème, c'est les gens qui se sont radicalisés en Suisse ou ailleurs, finalement, peu importe, et qui, de Suisse ou qui, avec un passeport suisse, sont allés dans des zones de guerre, faire le coup de feu, assassiner des gens, peut-être ont été blessés, peut-être ont pris leur famille, peut-être ont pris certaines personnes en otage, ont commis différents crimes ou différents niveaux de crimes. Et aujourd'hui, on est dans cette situation non seulement de citoyens suisses qui sont partis en Syrie ou ailleurs pour combattre au nom du djihad, mais on est aussi dans cette situation des personnes qui reviennent de cette région du monde, y compris un certain nombre de personnes qui sont mineures, y compris un certain nombre de personnes qui sont toujours sur place. Et ça, c'est encore une autre question difficile à gérer. Donc, on est face à cette problématique-là. Et une des résolutions de cela, eh bien, c'est un projet de loi qui est en discussion aujourd'hui, qui définit dans le droit suisse le terrorisme, les activités terroristes. Il y a un grand débat, évidemment, vous pouvez vous imaginer cela en ce moment. Enfin, on est en train de parler pour les prochains mois de la mise en œuvre d'une véritable loi en tant que telle, qui finalement se rapproche beaucoup de lois françaises ou britanniques sur cette dimension-là. J'ajoute encore un dernier point. Si vous pensez que c'est une loi qui va résoudre les choses, alors je peux vous dire la loi est une base, elle est utile, elle est un instrument, elle est un outil, mais ce n'est pas la loi toute seule qui va faire le ménage. Et il va falloir appliquer cette loi. On a dit tout à l'heure les limites, les cautèles qui existent sur l'application de certaines lois. Et puis j'aimerais ajouter simplement un dernier point. On est aussi en train de parler d'une adaptation ou d'un renforcement de la loi sur le renseignement en Suisse après quelques années d'expérience. J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'en Grande-Bretagne ou en France, les lois changent pratiquement tous les 2 ans. Donc, ce n'est pas une loi de 2015 qui va résoudre la problématique du renseignement ou la problématique de la prolifération nucléaire sur ces 20 ou même ces 10 prochaines années, parce que les techniques changent, les organisations criminelles ou terroristes changent. À certains moments, il y a quelques années, elles utilisaient certains types de communication ou de médias sociaux. Aujourd'hui, elles se réunissent, elles s'organisent d'une manière complètement différente. Elles agissent avec des buts qui sont encore différents. Donc, ce n'est pas une loi qui va résoudre le problème, mais je crois qu'il faut régulièrement se re-atteler. En tout cas, les juristes et puis les parlementaires doivent suivre l'évolution de la criminalité, suivre l'évolution de ces activités terroristes pour faire en sorte qu'on n'ait pas trop de retard entre l'état du droit et puis les activités criminelles et les activités terroristes.